Alors, bonjour tout le monde. Alors, bienvenue à notre séance de cours du mardi. Alors, j'espère que l'examen s'est bien déroulé pour tous. Je vais regarder ça le plus tôt possible. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les deux parties, évidemment. Il y a une partie qui corrige automatiquement par Moodle, la première, mais je vais quand même toute la vérifier. Et il y a la deuxième partie à développement que je vais pouvoir faire une notation. On verra comment j'organiserai la remise des notes. Alors, regardez dans Colnet. Moi, évidemment, c'est le premier endroit où regarder pour le résultat. Pour ce qui est de voir votre examen, on trouvera une solution qui soit adaptée à nos outils technopédagogiques. Bon, alors, aujourd'hui, on va travailler sur un nouveau module. Alors, excusez-moi, c'est le module, que vous voyez à l'écran, module 4, conception et configuration. Bon, alors, dirigeons-nous vers Moodle et que je vous présente cette chose. Alors, si vous regardez bien Moodle, normalement, j'espère que tout le monde voit bien mon Moodle. Un petit signe de tête, quelqu'un? Oui, parfait. Alors, dans le module 4, évidemment, il s'inscrit dans la même lignée de ce qu'on a fait les dernières semaines. Alors, reprenons juste ce qu'on a fait la semaine dernière. Nous avons introduit la notion d'une fonction, la fonction d'une bibliothèque standard. Donc, on utilisait une fonctionnalité du système pour calculer des choses. Là, ici, c'était la fonction mathématique. Nous, ici, là, on va maintenant, dans le module 4, apprendre à rédiger nos propres fonctions. Donc, c'est une étape plus loin. On va donc être capable de réaliser des petits blocs de code qui font des choses particulières. Alors, par exemple, que ça soit un calcul mathématique ou quelque chose d'autre. Alors, allons voir un peu notre plan de travail pour commencer. Alors, dans le plan de travail, donc, on a quelques objectifs. On va définir un premier concept, le concept de développement graduel. Le concept de développement graduel est un concept majeur en informatique. C'est le concept qui nous permet d'aborder un problème difficile et de le résoudre. On verra de quelle façon. C'est donc une question de comment est-ce qu'on aborde une situation. Bon. Alors ça, c'est pour donc notre développement graduel. Alors, on va le définir, ce concept, et on va évidemment l'appliquer. Ensuite, une fois avoir défait la conception, on va voir que ça va se dériver naturellement vers l'algorithme. L'algorithme est... Oups, excusez-moi, j'admets du monde. Bon. Alors donc, l'algorithme est partie prenante dans ce développement, dans cette notion de développement graduel. On va voir donc ça va être très intégré. Le pseudocode va prendre une nouvelle importance pour l'instant. Éventuellement, le pseudocode, nous le laisserons tomber, mais pas tout de suite. On va attendre d'être plus habile à concevoir et une fois qu'on aura acquis une certaine habileté à faire ça, donc vers la fin de la session, on pourra mettre le pseudocode de côté et travailler directement en code. Mais on n'est pas encore prêt à ça. Également, on va voir des notions schématiques. Comment être capable de représenter un programme des fois par des schémas. Et un schéma, on va voir que ça peut dire beaucoup de choses. Finalement, nous allons travailler sur ce qu'on appelle les mécanismes d'échange d'informations. Un mécanisme d'échange d'informations, c'est justement un mécanisme qui va nous permettre d'échanger de l'information entre nos fonctions, entre nos blocs de code. On va voir de quelle façon ça va se passer. Alors, c'est un module qu'on va donc faire cette semaine, le terminer avec un travail comme d'habitude. On verra qu'il y a des petits changements dans la procédure de remise du travail. Je vous en parlerai plus tard.
Alors, évidemment, le prochain cours également, pendant que j'y pense, se passe sur Discord. Alors, peut-être que je ferai un petit retour sur l'examen, on verra, ça va dépendre où j'en suis dans la correction de vos travaux et de l'examen. C'est certain qu'il y aura soit la correction du travail, soit la correction de l'examen, mais dans tous les cas, vous allez avoir vos notes très rapidement pour les deux évaluations. Bon. Alors, maintenant, revenons ici et allons voir le document sur le développement graduel. Alors, je le partage. Alors, qu'est-ce que le développement graduel? Bon, jusqu'à présent, nous avons abordé des problèmes excessivement simples. Et notre analyse visait à déterminer, bon, c'est quoi les intrants du problème, c'est quoi les extrants, c'est quoi le traitement qui nous permet de passer de l'intrant à l'extrant. Bon, évidemment, on allait au travers de tout ça chercher d'autres informations qu'on a appelées les autres informations pertinentes sur les particularités du calcul ou encore les notions de constante. Une fois qu'on avait complété cette analyse, notre problème étant très simple, habituellement, c'était facile de dire, OK, j'ai mes intrants, je vais lire les intrants, je vais calculer mes traitements, je vais effectuer mes traitements qui sont de calculs relativement simples et je vais finalement afficher mes extrants, les écrire. Alors, mes algorithmes étaient vraiment simples. Bon, la technique qu'on va voir aujourd'hui, c'est une technique qui va me permettre d'aborder des programmes beaucoup plus complexes. C'est-à-dire qu'on va quitter les programmes qui se résolvent en une dizaine de lignes de code. On va être capable, c'est une technique qui pourrait nous permettre d'aborder des programmes qui contiennent plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de lignes de code. Donc, c'est une structure plus complexe. On vise à être capable de créer des structures plus complexes. La méthode en elle-même, par contre, on va voir qu'elle est relativement simple. Bon. Alors, je vous préviens tout de suite, évidemment, l'exemple que je vais utiliser pour la présentation de cette technique est un exemple vraiment simple. Donc, pour lequel je n'aurais normalement pas eu besoin d'utiliser cette technique-là. Mais on voulait un exemple simple et on va être capable de l'appliquer dans l'étude de cas qui est reliée à notre module. On va voir que l'étude de cas applique un problème plus complexe. Bon, l'analyse également et la production de l'algorithme, on va voir que l'analyse ne changera pas des termes. L'analyse restera toujours, je veux mes intrants, je veux mes extrants, je veux mes traitements, je veux les autres informations pertinentes, je veux produire mes jeux d'essai. Bon. Par contre, on va voir qu'au niveau de la production de l'algorithme, il y aura toute une modification. Alors, commençons sans plus tarder à aller un peu plus loin. Parlons de la technique du développement graduel. C'est une approche qui est connue également sous d'autres noms. On l'appelle souvent l'approche top-down dans le monde anglo-saxon. On l'appelle également l'approche descendante. Et évidemment, l'approche du raffinement graduel également. L'idée générale, c'est qu'on va partir d'un gros problème et on va être capable de le subdiviser en plus petits problèmes. Alors, je vais juste faire un schéma au tableau et en le présenter, cet aspect-là, si vous me donnez 2 petites secondes. Bon. Voilà. Alors, si on regarde normalement un problème, nous pourrions tout simplement représenter ce problème par ce rectangle. Alors, imaginons que ça représente notre problème global. Alors, imaginons, on va prendre un exemple qui n'a aucun rapport avec la programmation.
Imaginons que nous voulons construire une maison. Bon, alors donc, OK, aucun d'entre nous n'est sans doute un entrepreneur général, mais on est capable d'imaginer un petit peu les différentes étapes. Alors, pour construire notre maison, on doit effectuer différentes étapes. Alors, est-ce que je suis capable de construire ma maison d'un coup sec? Non. Alors, je vais essayer d'imaginer différentes étapes qui vont me permettre d'avoir ma maison à la fin. Alors, déjà, je me dis que je pourrais diviser mon travail en deux parties. Alors, la première partie, ça pourrait être la planification. Alors, la planification, donc, c'est toutes les étapes de planification pourraient être mises ici. Un instant, j'ajuste quelque chose sur ma vision des choses. Boum. Voilà. OK. Bon, OK. Alors donc, j'ai ma planification, c'est une chose, et je vais avoir, imaginons, une autre étape plus loin qui serait la réalisation. Bon, là, je vous le dis tout de suite, la manière que j'organise mon schéma, c'est une certaine importance. C'est-à-dire que je mets le problème général en haut et ma division en sous-problèmes, évidemment, en dessous. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle ça l'approche descendante ou l'approche top-down. On descend dans notre problème, on le découpe. Alors, l'idée générale, c'est de dire, ce gros problème-là est plus complexe à réaliser que chacun de ces deux problèmes-là. Mais là encore, la planification, c'est un peu vague, c'est trop général, je ne vois pas trop comment le faire. Bon, alors, quelque part, bon, ben, il va falloir certainement que je rencontre, que j'aille un plan de la maison. Alors, il y a peut-être un concept avec mon architecte ou d'acheter un plan tout fait ou quelque chose comme ça. Je vais certainement également avoir des petits soucis au niveau de la banque. Hein? Il va falloir que j'organise l'hypothèque, que je trouve donc l'emprunt pour acheter le terrain, les matériaux, etc. Et il va falloir certainement que je trouve un entrepreneur ou du moins quelqu'un pour me... attendez, on va simplement parler des matériaux, donc peut-être un fournisseur pour mes matériaux. Bon, si je vais... Et là, je pourrais reprendre encore une fois chacun de ces plans-là et le découper successivement. C'est comme du côté de la réalisation, sans doute que je vais devoir travailler sur les notions de fondation de la maison. Je vais devoir travailler également sur la structure en tant que telle, donc la charpente. Peut-être également la finition extérieure. Là, ce que je marque dans les cases, vous ne le voyez pas nécessairement, mais ça a peu d'importance. Mais ce qui est important, c'est que je vais donc y aller étape par étape et possiblement que quelque part, tout en bas, je vais me retrouver avec une succession de plein de petites tâches extrêmement simples. Ou du moins qui vont être simples pour quelqu'un qui va être capable de construire sa maison. Alors, je ne sais pas, moi, ici.
poser une fenêtre. Et là même, poser une fenêtre, ça va pouvoir se découper en plusieurs petites tâches. Bon. Alors, ce que je viens de présenter essentiellement, donc, ici, ce que j'ai présenté, c'est donc une forme de découpage. Vous avez vu une forme de hiérarchie qui permet donc de prendre un problème et de le découper en plein de petits problèmes. L'idée générale, c'est qu'à la toute fin, le petit problème en bas, il est facile à résoudre. On est capable de trouver une manière de le résoudre en informatique, par exemple, en 2-3 instructions. Bon. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant? Non, non, merci. Non, ça va? Bon. Non. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vais juste aller voir. Il n'y a rien dans le chat non plus. OK. Ah oui, il y a quelque chose dans le chat. Vous ne regardez pas la bonne caméra avec le tableau? Est-ce que vous voyez, excusez-moi, est-ce que vous avez vu mon schéma au tableau que je construisais? Oui, on l'a vu, c'est juste que Ouais. vous regardez, c'est juste vous regardiez à une autre caméra, c'est Ah, tout. OK, non, c'est que je vous regarde, vous. Ah, ok, c'est ça. C'est parce que sur mon écran, j'ai la mosaïque de la classe. Ok. Excusez-moi. Non, je ne regarde pas, c'est vrai que je ne regarde pas la caméra. Mais d'un autre côté, c'est vos yeux que j'essaye de voir pour voir ce que vous en pensez. Alors ici, vous voyez, j'ai donc ce que je présente en ce moment, ce que je partage, le sharing qui est là. On voit une représentation finalement. Bon, ça, c'est une représentation schématique du processus de décomposition fonctionnelle, on appelle ça. Décomposition fonctionnelle, c'est qu'on imagine que chaque bloc va représenter ce qu'on appellera une fonction, un petit bloc de code. Évidemment, en haut, c'est un bloc de code plus général et tout en bas, c'est un bloc de code qui est très particulier, qui permet de faire, par exemple, un calcul très précis. Bon, on verra des exemples de ça. Les liens entre les blocs, on va voir qu'ils ont une importance parce qu'ils vont dire, par exemple, que le bloc du haut, tout en haut, fait appel aux 3 blocs qui sont en dessous de lui. Alors donc, il va provoquer l'exécution de ces blocs de code. Bon, ainsi, si je regarde par exemple le bloc qui est à l'extrême gauche de mon schéma, au 2e niveau, bien, ce bloc de code-là va faire appel, va provoquer l'exécution des 2 blocs qui sont en dessous de lui. Bon, vous aurez compris également que mon schéma se lit de haut en bas et de la gauche vers la droite. Alors, c'est-à-dire que pour un même bloc, si je prends mon bloc de tout en haut, il utilise ici, alors mettons que je retourne au tableau brièvement. Alors, ici, on voit que la planification qui est à gauche doit nécessairement se faire avant la réalisation qui est à droite. Mais ici, parler avec mon banquier, est-ce que ça se fait avant ou après la réalisation? Avant. Avant. Ça va se faire avant. En fait, toute la partie gauche devra se faire avant la partie droite. Parce que ça serait logique de dire on va compléter la planification avant de tomber dans la réalisation. Bon. De la même façon, si je m'en vais dans le bloc de réalisation, moi j'ai dit, OK, j'ai la fondation, la charpente,
et puis la finition extérieure, bien évidemment, la fondation devra être creusée avant et terminée, creusée, le ciment coulé, avant qu'on aborde de faire la charpente. Hein? Ça n'aurait pas de sens de faire autrement. Donc, on a une notion qu'on va de haut en bas et de la gauche vers la droite. Bon. OK. Alors, revenons ici. Alors, on va maintenant voir un exemple. Alors, je répète, n'oublions pas, l'exemple est simple. J'aurais pu le faire autrement, mais justement, il est tellement simple qu'on n'aura pas à se préoccuper des problèmes techniques. Imaginons que nous devions travailler sur le calcul du salaire brut d'une personne. Bon, calcul de salaire, vous êtes bien bon là-dedans maintenant. Alors donc, si vous êtes capable de calculer un salaire net, vous êtes capable de calculer un salaire brut. Alors, regardons c'est quoi notre salaire brut. Bien, on a le taux horaire de l'employé et le nombre d'heures travaillées, ce sont nos intrants. Parfait. On a un traitement qui consiste à calculer le salaire brut de l'employé et on a un extrant qui est afficher le salaire brut de l'employé. Bon, ici, je n'avais même pas d'autres informations pertinentes. C'est un problème vraiment très simple. Il n'y a même pas de constante à l'intérieur. J'ai fait un jeu d'essai très quelconque. Alors là, il respecte les règles, on remarquera, c'est-à-dire que j'ai 2 intrants. Donc, vu que j'ai 2 intrants, j'ai 3 lignes de jeu d'essai. Je pars de ma valeur de référence. Là, je réexplique quelque chose parce qu'il y en a qui le comprennent moins bien. J'ai ma ligne de référence qui est ma première ligne de test. Après ça, je fais des variations par rapport à cette ligne-là. On voit qu'ici, dans la deuxième ligne, j'ai fait varier le premier intrant, mais j'ai conservé la valeur du deuxième. Dans la troisième ligne, je reprends la valeur du premier intrant de la ligne de référence et je change la deuxième valeur, la valeur du deuxième intrant. Bon, bref, mon jeu d'essai est valide. Maintenant, OK. Donc, on a bien vu, pour l'instant, il n'y a pas de changement dans mon analyse. L'analyse, en tant que telle, vise toujours à décortiquer mon problème. Maintenant, on va le résoudre en pensant, on va trouver un algorithme qui va résoudre mon problème, mais en utilisant la méthode du raffinement graduel. Alors, pour l'instant, mon problème étant simple, la structure que je vais avoir va l'être également. Bon. Alors, pour l'instant, en fait, si je regarde mon problème, j'ai un seul bloc général, mais je vais en dessous avoir un seul bloc de découpage. Mon bloc, c'est le calcul du salaire brut. Alors, regardons mon algorithme ici. Alors, tout d'abord, je vais représenter, un instant, je vais juste passer en haut. Voilà. Alors donc, j'ai un premier bloc qui est mon programme principal. Tenez, je vais l'appeler la principale. Bon. Lui, il représente mon problème dans son entièreté. Je pourrais toujours appeler mon premier bloc. D'ailleurs, comment s'appelle notre fonction, notre première fonction qu'on programme habituellement dans nos codifications? Main. Main, hein, ça tombe bien, hein? Ça veut dire la même chose.
Mais, bon, OK. Ici, le seul bloc que je vais avoir, c'est mon bloc de traitement. Pour l'instant, j'ai identifié un seul traitement, qui est mon calcul. Alors donc, le calcul qui est calculer le salaire brut. Alors, je vais appeler mon bloc comme ça. Calculer salaire brut. C'est tout. Bon. Là, je vais continuer un petit peu. Alors là, on va réfléchir. Là, imaginons que ces deux blocs-là, ces deux blocs indépendants, voyez-les comme des personnes, ça vous semble. Lui connaît tout. Alors, dans ma première vision des choses, c'est lui qui va contrôler l'exécution. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il devrait faire en premier lieu, ce bloc-là? Est-ce que quelqu'un a une idée? Quelle est la première chose qu'il devrait faire dans la logique d'un algorithme? Allez, un courageux, là. Personne? Lire les intrants qui ont été donnés par l'utilisateur. Voilà. Son premier travail sera de lire. Il va lire. Il va lire les intrants. Deuxième travail. Peut-être calculer? Ben, en fait, il ne va pas calculer, lui. Ok, ok, ok. Lui, par contre, tu n'es pas loin. Il va demander à lui de calculer. Oh mon Dieu, ok. Il va dire, hey, toi, là, calcule. Imaginez que c'est un bureau, là. Il y a le patron en haut, puis il y a les employés. Le patron, il contrôle le travail. Lui, il sait juste faire une chose. Calculer le salaire brut. Mais il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Alors donc, on dit qu'il va faire appel. Il va faire un appel à lui. Il va lui dire, hey, calcule-moi le salaire brut. Et à la fin, il va écrire les résultats. Bon. OK. On continue à réfléchir ensemble. Imaginons que ça, c'est mon employé. Qu'est-ce qu'il a besoin que je lui dise pour être capable de calculer le salaire brut? Des paramètres? Non? Mais plus précis, s'il te plaît, là. On est dans un problème très concret, là. Lui, ce gars-là, là, c'est un calculateur de salaire brut. Qu'est-ce qu'il a besoin de savoir pour faire son travail? Le nombre d'heures puis le taux horaire. Voilà. Alors, regardons comment je représente ça. J'espère que vous le voyez à votre écran. Mais, au fait, est-ce que ça a de l'allure, ce que vous voyez au tableau? Est-ce que vous voyez le tableau? Ouais, super. Ouais, on peut grossir. Oui, on voit très bien. Parfait. N'hésitez pas. Alors donc, regardons ça, là. J'ai besoin de mon taux horaire. J'ai besoin également du nombre d'heures. OK. Et regardez ma flèche, elle indique la direction de l'information. Je vais du principal vers, vers lui, là. Je vais du principal vers calculer salaire brut. Lui, il reçoit cette information-là. Il devient soudainement capable d'effectuer son travail. Ah, je suis capable de calculer le salaire, maintenant je connais le taux horaire et le nombre brut. OK. Mais là, c'est pas fini. Lui, il doit être capable, donc, de nous donner finalement la réponse.
Parce qu'il va avoir calculé le salaire brut, mais il faut qu'il le dise à son patron. Alors, c'est là qu'on va avoir ceci qui va être représenté. On va avoir donc notre salaire brut qui va remonter. Là, vous m'excuserez, j'ai mis des lettres majuscules, mais c'est des lettres minuscules que j'aurais dû mettre ici. Voilà. Bon. Alors donc, le principal, le patron, il envoie l'information qu'il connaît à son calculateur de salaire brut et le calculateur de salaire brut lui retourne le salaire brut. À ce moment-là, il est capable de faire quoi? L'écrire. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens de vous présenter? Non? Ça doit être assez simple, hein? Bien, c'est une technique qui va nous permettre d'aborder, écoutez, c'est pas compliqué. Prenez tout programme que vous avez vu, utilisé, qu'importe son degré de complexité, que ce soit un programme bancaire, le programme qui contrôle l'accélération dans votre auto, un programme de jeux vidéo, ils sont tous bâtis de la même façon. On part d'un programme général et on le découpe en petits problèmes plus simples à résoudre. Et là, regardons comment ça s'est traduit dans mon algorithme pour l'instant. Alors, on a donc notre principal. Principal, voici son code. Il dit, OK, je vais aller lire le taux horaire. Je vais aller lire le nombre d'heures travaillées. Donc, lui, le principal, il a fait le travail de contact avec l'utilisateur dans ce cas-ci. Et là, il a appelé une fonction, la fonction calculer salaire brut. On voit qu'entre les parenthèses, il y a quelqu'un qui parmi vous a utilisé le terme paramètre. Ben, c'est ça, j'envoie des paramètres. Les paramètres, c'est les données, les informations que calculer salaire brut a besoin de connaître pour être capable d'effectuer son travail. Alors, je lui envoie le taux horaire et le nombre d'heures travaillées. Bon. Mais là, regardons comment c'est écrit ici. Vous voyez, j'écris calculer salaire brut, entre parenthèses, taux horaire, virgule, nombre d'heures travaillées, fermez la parenthèse. Et là, je fais une affectation dans salaire brut. Ici, qu'est-ce que je suis en train de faire? Bon, je ne suis pas en train de mettre le bloc de code dans la variable salaire brut. Je suis en train de mettre l'information qui est transmise par le bloc de code calculer salaire brut. Bon, j'imagine que ça va justement être le salaire brut. Et il va me la mettre dans une variable. Variable que je suis capable ensuite d'écrire, d'afficher. Alors ici, regardons. On a eu deux échanges d'informations. Je vais déjà les mettre en lumière. Le premier échange d'informations, c'est celui-ci. C'est quand le bloc de code principal envoie des valeurs à la fonction calculer salaire brut. Le deuxième échange d'informations, lui, est un peu plus invisible. C'est en fait, c'est quand je dis ça et que je fais affectation salaire brut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, lui, s'est exécuté ce bloc de code. Il a été, les instructions ont été vraiment exécutées dans le bloc de code et il y a eu une information qui a été générée qui va être transmise et affectée à ma variable salaire brut. Donc, un échange bidirectionnel. Je lui envoie le taux horaire et le nombre d'heures travaillées. Il me renvoie le salaire brut. Alors, ici, c'est la seule chose que j'ai présentée,
c'est mon bloc du haut. Maintenant, calculer salaire brut, ben, c'est mon bloc du bas. Il faut que j'aille voir comment on va le rédiger. Et là, on va regarder une version plus complète maintenant du programme. Alors, vous avez ici toujours mon principal avec les mêmes informations. Et maintenant, regardons en bas. Calculer salaire brut, parenthèse, le taux horaire, nombre d'heures travaillées. Donc, les variables qu'il va recevoir, l'information qu'il va recevoir. Il produit quelque chose. Il calcule une variable. Et regardez ce qu'il y a, une nouvelle instruction. Retourner salaire brut. Alors ça veut dire, il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a envoyé de l'information pour que je calcule quelque chose. Je lui retourne le résultat de mon calcul. Ça va? Alors, vous voyez la forme que ça a. Ça ressemble beaucoup aux fonctions mathématiques qu'on a vues la semaine dernière. Les fonctions mathématiques pouvaient recevoir un ou plusieurs paramètres et nous retourner une valeur. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Alors, ce que je viens de vous présenter, ça s'appelle une fonction en langage informatique. Ici, c'est le premier type de fonction. Il y en a plusieurs types. Ici, c'est un type extrêmement important. C'est pour ça que je vous le montre en premier. Ça va être le seul type de fonction qu'on va voir pour l'instant, c'est-à-dire une fonction qui reçoit un ou plusieurs paramètres et qui me retourne une information. Là, je vous le dis tout de suite. Cette méthode d'écriture ne me permettrait pas de retourner deux informations. Du moins, pas de la façon que vous pourriez penser. Mais ici, c'est très pratique de la manière que c'est fait. Ça me calcule mon salaire brut et ça me le retourne. Des questions? Pas de questions. Bon. Alors ici, évidemment, on voit le premier schéma que j'ai déjà fait, mais un schéma un peu simplifié, il n'y a pas les échanges d'informations. Bon, là, j'aimerais m'attarder au concept de fonction. Le concept de fonction, vous l'avez déjà vu en maths. C'était une notation un peu différente où on disait, bon, on a x, on envoie x dans la fonction f et on reçoit f de x. Je pense que je ne viens pas d'apprendre quoi que ce soit à personne. Bon, c'est le même principe. Donc, la première fonction qu'on voit, c'est le même principe que la vision mathématique d'une fonction. Bon, on verra qu'il y a d'autres visions de la fonction qui vont nous permettre, par exemple, de faire varier le nombre de paramètres ou le nombre de valeurs générées par la fonction. Nous, ici, on a une fonction simple. Elle reçoit un ou plusieurs paramètres. Elle nous retourne une seule valeur. Bon. La notion d'appel. La notion d'appel d'une fonction est une notion importante. Bon. On voit ici qu'on a des intrants. On va appeler ça les intrants de fonction. Parce que jusqu'à présent, le mot intrant, alors écoutez bien, ça c'est une affaire qui peut être un peu mélangeante des fois. Le mot intrant, jusqu'à présent, on l'a utilisé pour désigner les informations que notre utilisateur nous envoyait. Ici, on va étendre un petit peu cette notion d'intrant en disant, dans le cas d'une fonction, la fonction, elle ne va pas lire des choses, elle ne va pas demander à l'utilisateur, mais elle va recevoir des intrants. Les intrants, ça va être donc l'information que la fonction, par exemple, dans ce cas-ci, la fonction principale,
va envoyer à la fonction appelée. Bon, retournons au tableau. 2 secondes. Ici, ce que je viens de présenter ici entre la fonction main et la fonction calculer votre salaire brut, c'est quelque chose qu'on va pouvoir généraliser. Je m'explique. Imaginons un programme, là, un programme qui est peu important. OK, j'ai mon programme principal en haut, d'accord, ça ne va pas changer. Et mon programme principal fait appel à une fonction que je vais appeler F1, parce que ce n'est pas important. Et elle va également faire appel à une fonction F2. Les fonctions, habituellement, je les note avec des parenthèses. Ce n'est pas une obligation, mais ça nous permet de bien... Quand vous voyez une parenthèse, vous savez que ça veut dire fonction. Et ici, F2 pourrait... Est-ce que vous voyez mieux avec la lumière? Ouais. Ouais, excusez-moi, je l'avais oublié. F3 et, mettons, F4. Alors, on a ici une structure qui est plus complexe. On voit que j'ai donc des fonctions, il y en a plusieurs. Alors, donc, j'avais découpé mon problème en 2 parties et un des 2 problèmes a été encore subdivisé. Bon, on n'est pas obligé de découper en 2, mais habituellement, ça va souvent être, on va découper en 2 ou en 3. Des fois 1, des fois 4, mais le plus souvent, ça va être, on va essayer de découper en 2 ou en 3 pour que le découpage soit graduel. C'est très rare, ça ne serait pas vraiment une bonne idée la plupart du temps d'avoir, par exemple, 10 fonctions appelées par 1. C'est bien rare qu'on va faire une chose pareille. Bon. Alors donc, imaginons cette structure-là. Alors, quelque part, je pourrais très bien avoir ceci. J'ai une information A qui est envoyée par le main à F1. Le main, et là, ça me renvoie à une information B. Cette information B, ben, je l'envoie à F2, qui va peut-être l'envoyer à F3. F3 va envoyer l'information C, va retourner, excusez-moi, dans l'autre sens, l'information C, et lui, il va recevoir le C, retourner le D, et ainsi de suite. Alors, on pourrait avoir une structure relativement complexe, comme ça. Mais celle-là, même, je vous dis on se dit qu'elle est complexe, puis vous allez voir que vous allez faire des choses bien plus complexes que ça d'ici la fin de la session. Bon. Ici, le main, par rapport à la fonction 1, ou encore par rapport à la fonction 2, le main est ce qu'on va appeler la fonction appelante. C'est la fonction qui fait appel. La fonction main fait appel à F1. La fonction main fait appel à F2. Dans cette relation d'appel qui est représentée par ce segment de droite, la fonction main, donc, est la fonction appelante et la fonction F1 est la fonction appelée. Bon. C'est la même chose ici.
On a un segment de droite qui représente l'appel de fonction. Donc, le main, fonction appelante, fait appel à F2, fonction appelée. Mais là, maintenant, regardons ce qu'on a ici. On voit que la fonction F2 est une fonction appelante par rapport à F3. Vous voyez, on a notre segment de droite ici, là. Il représente un appel de fonction. Il nous dit F2 fait appel à F3. Donc, dans cette relation d'appel ici, F2 est la fonction appelante et F3 la fonction appelée. Alors, si je résume, dans ce cas-ci, dans le main est la fonction appelante et F2 est la fonction appelée. Et dans ce cas-ci, F2 est la fonction appelante et F3 est la fonction appelée. Alors, donc, cette notion de fonction appelante et fonction appelée est importante au moment justement de l'appel. Alors, regardons ici, je suis dans la fonction appelante. Je fais appel à ma fonction. Donc, je lui demande de s'exécuter. Je lui envoie des paramètres d'entrée qu'on appellera donc les intrants de la fonction. Et cette fonction, une fois son exécution terminée, va me retourner un extrant de fonction. Ce qu'on appellera, dans ce cas-ci, la valeur de retour. Alors, la valeur, ou encore, on pourrait dire, bon, le vrai nom, c'est la valeur de retour, mais aussi, on pourrait penser la valeur retournée par la fonction. Donc, cette valeur de retour, je la reçois et dans ce cas-ci, je l'affecte, je fais une affectation à une variable, par exemple. À ma variable, ben pas par exemple, à une variable. Bon. Là, ici, on a parlé jusqu'à présent des noms de variables, des noms de constantes. Alors, je vais faire un petit résumé oral, vous m'excuserez. Les noms de constantes, ce sont des noms qui commencent par une lettre, peuvent contenir des lettres et des chiffres, et le symbole souligné. Les noms des constantes sont en majuscules. Alors, par exemple, pi, PI en majuscule, c'est un nom de constante, mais je pourrais aussi avoir taux, TPS, TAUX en majuscule, soulignement, TPS en majuscule. Ça serait des noms de constantes valides. Un nom de variable, mais c'est la même chose, sauf que l'usage des majuscules... Bon, premièrement, on n'utilisera pas le soulignement dans notre norme pour les noms de variables. Donc, on va uniquement utiliser des lettres et des chiffres. On commence par une lettre. Et s'il y a 2 mots dans ma constante ou 3 mots, la première lettre du deuxième ou du troisième mot devra être en majuscule. Est-ce que ça va pour les noms de constantes et les noms de variables? Est-ce qu'il y a des questions? Bon. Là, on va faire la même chose pour les noms de fonctions. On va définir notre codification. Bon, les noms de fonctions doivent commencer par une lettre. Bon, dans la syntaxe du langage, il tolérerait que vous le commenciez par un soulignement. Mais notre convention à nous, on ne le fait pas. C'est-à-dire, si vous mettez un soulignement au début de votre nom de fonction, il n'y aura pas d'erreur de syntaxe.
mais moi, je vous demande de ne pas le faire. On peut donc mettre dans un nom de fonction des lettres, des chiffres et le caractère de soulignement. Nous, dans notre cas, pour le cours, nous mettrons seulement des lettres et des chiffres. On commence par une lettre. Bon. Et une particularité qui va... Donc, c'est un peu comme un nom de variable. Mais à part que cette fois-ci, la première lettre du nom de la fonction devra être une majuscule. Alors, on continue. Ici, bon, ben, j'en ai parlé. On a finalement, si je fais l'analyse de ma fonction calculer salaire brut, je vois que ma fonction a deux intrants. Le nombre d'heures, le taux horaire et le nombre d'heures travaillées. Elle a un extrant, le salaire brut. Alors, par exemple, je l'ai fait ici. Bon. Ici, j'ai montré cette notion-là. Bon. Bon. Là, je vous présente comment est-ce que l'algorithme devrait donc se présenter. Si je vous demande de m'écrire un algorithme de raffinement graduel, on a ici un premier exemple. On a le programme principal qui contient ses instructions. Oh, excusez-moi, voilà. On voit ici, voilà. On voit bien que notre salaire brut, ici, je l'ai mis en gras, mais ce n'est pas une obligation. Ce qui est important, c'est d'avoir utilisé le nom de la fonction et d'avoir passé les bons paramètres dans le bon ordre. Là, il faut toujours penser, le système ne peut pas deviner que vous changez l'ordre des paramètres. Donc, il y a l'ordre qu'on envoie et il y a l'ordre qu'on reçoit. Ça doit être la même chose. Alors donc, ici, j'ai fait le programme principal. On voit petit décalage, j'écris mes instructions. Et là, j'arrive à ma fonction. Je vais préciser deux choses à côté des barres obliques. Est-ce que quelqu'un sait ce que veulent dire les barres obliques? Commentaire? Commentaires. Alors, les commentaires, donc, ça a déjà été mentionné dans les documents, on en a déjà vu. Les commentaires, c'est quoi? Bien, c'est des écrits que vous pouvez ajouter dans vos programmes, mais qui ne sont pas pris en considération par le système. C'est donc de l'information qui est destinée aux humains qui vont lire votre code. Ici, j'introduis cette notion de commentaire dans l'algorithme pour bien dire cette ligne-là, ici, et la ligne suivante ne sont pas des lignes d'algorithme. C'est juste de l'information pour mieux comprendre. Alors là, je dis, cette fonction va avoir deux intrants, le taux horaire et le nombre d'heures travaillées. Elle aura un extrant, le salaire. Les paramètres qu'on reçoit, ce sont naturellement des variables parce que je pourrais utiliser cette fonction calculer salaire brut à plusieurs reprises pour des valeurs de taux horaire et des valeurs de nombre d'heures travaillées différentes. Hein? Imaginons que je suis propriétaire d'une entreprise qui a 15 employés. Mon programme de calcul du salaire brut va être capable de faire le salaire brut, de calculer le salaire brut de mes 15 employés les uns à la suite des autres, avec les particularités de chacun. On voit qu'à la fin, ici, on a une nouvelle instruction, retourner salaire brut. Est-ce que vous avez des questions sur la façon de représenter l'algorithme?
Est-ce qu'il faut genre toujours mettre le principal genre dans les labos? Ben, en fait, pour l'instant, on va dire que oui. Parce que Ok. justement, on aura toujours ce fameux programme principal. La notion de programme principal, c'est vraiment le programme qui contrôle l'exécution de ton logiciel. Il y a toujours quelque part un programme principal, tu vois. Alors ici, oui, on va avoir besoin de ça. Ah, merci. Et pourquoi je l'appelle principal? C'est parce qu'on n'a pas de meilleur nom aussi. Et c'est en plus, c'est le nom qui va se retrouver dans votre code traduit en anglais. Bon. Maintenant, on va aller voir la codification. Alors, la codification de la fonction en elle-même, donc, vous allez voir que ça va ressembler beaucoup à ce qu'on vient de faire. Alors, voici d'abord le main. On va travailler là-dessus. Oups, voilà. Alors, vous voyez, le main ne change pas. Ça, c'est toujours la même chose qui est générée par le système. Vous déclarez vos variables, le nombre d'heures travaillées, le taux horaire, le salaire brut. Vous posez vos questions à l'utilisateur pour connaître le taux horaire et le nombre d'heures travaillées. Et ici, regardez bien, nous avons notre appel de fonction. Alors, vous voyez que l'appel de fonction, c'est finalement la même chose que quand vous avez appelé POW ou encore SQRT. Ça va? Alors, on a le nom de la fonction et entre parenthèses, le nom de l'information tel qu'il est connu dans le programme principal. Ici, taux horaire, évidemment, c'est la variable taux horaire. Nombre d'heures travaillées, c'est ma variable nombre d'heures travaillées. Ça va jusqu'à présent? Là, regardez, pour l'instant, je poursuis. Donc, calculer salaire brut va s'exécuter. C'est-à-dire qu'on va quitter le programme principal, on va aller dans le bloc de code du calculer salaire brut, il va s'exécuter, il nous retourne une valeur que nous affectons, que nous mettons dans la variable salaire brut, et ensuite, j'affiche la variable salaire brut. Ça va? Yes. Pas de questions. Passons à la suivante. Maintenant, regardons la définition de notre fonction calculer salaire brut. Notre fonction calculer salaire brut, donc, regardez, tout d'abord, on va regarder ce qu'on appelle l'entête de la fonction. L'entête, c'est donc ce qui va nous permettre de nommer la fonction et de définir ses intrants et ses extrants. Le main est particulier parce qu'il y a cette espèce de chose-là entre les deux parenthèses, mais vous pourriez vous apercevoir que vous pourriez l'enlever, que ça marcherait bien quand même. Parce qu'ici, le main, nous, on ne lui transmet pas d'informations de cette façon-là. L'information, on lui transfère par des readlines. OK? Là, vous regardez, ici, est-ce qu'il y a des readlines? Non. Il n'y a pas besoin. Notre fonction n'a pas de raison d'avoir des readlines. Pourquoi? Parce qu'elle reçoit le taux horaire et elle reçoit le nombre d'heures travaillées qui a été transmis par la fonction appelante. Donc, la fonction qui appelle calculer salaire brut lui envoie l'information. Donc, il n'y a aucune, alors là, écoutez-moi bien, parce que c'est une erreur qu'on fait fréquemment. Il n'y a aucune raison d'avoir ici
un console.readline pour aller chercher le taux horaire, où il n'y a aucune raison d'avoir un console.readline pour aller chercher le nombre d'heures travaillées. Parce que cette information-là a déjà été demandée ici à notre utilisateur dans le programme principal. Est-ce que ça va? Oui, Parfait. Regardons ce qu'on a ici. Calculer salaire brut, c'est le nom de ma fonction. Il reçoit deux intrants, taux horaire, qui est un float, nombre d'heures travaillées, qui est un int. Les types des paramètres, ici, sont cohérents avec les types des valeurs ici. Hein? C'est-à-dire que moi, je ne pourrais pas dire que nombre d'heures travaillées, c'est un float, par exemple, et l'envoyer dans un int. Si on fait ça, le programme va refuser de s'exécuter. Il y aura une erreur de syntaxe. Donc, on a des types des paramètres sont cohérents à l'appel et à l'appelé. Float. Qu'est-ce qui représente ce float? Il représente le type de la valeur retournée. Salaire brut est un float, donc je l'indique ici. Le mot float ici, donc je résume, nous dit la valeur de retour de la fonction calculer salaire brut est un float. Là, ici, on peut voir que le mot, c'est void. On l'expliquera pourquoi. Pour l'instant, dites-vous que ça veut dire cette fonction ne retourne rien. Parce que void en anglais, on peut voir ça comme le vide ou encore rien. Donc, float ici m'indique que cette fonction me retourne une variable, une information de type float. Pour ce qui est du mot statique, bien ça, on l'expliquera à la prochaine session. Alors, pour l'instant, on a un mot statique qu'on n'a pas le choix de mettre. Est-ce qu'il y a des questions sur la codification? ouais, monsieur. Est-ce qu'il y a des moments genre, où les paramètres qu'on doit passer dans les fonctions, genre, il y a des situations implicites du genre les paramètres sont convertis, genre toi tu rentres un paramètre en float et là le paramètre il le met en int ou je sais pas quoi. Bon, OK. Là, on va revenir sur les conversions implicites. Ok. Il y a quelque chose qui est important de comprendre, si on a une deuxième étape. Maintenant, il faut que je revienne là-dessus. C'est qu'une conversion implicite, par exemple, va se faire dans un seul sens. Par exemple, un int peut se transformer de façon implicite en float. Pourquoi? Parce que le système considère que c'est un moindre mal, dans la mesure où, oui, on va perdre un peu de précision, parce qu'un int est quelque chose de très précis et un float est une approximation. Mais on se dit, on ne va pas tant perdre d'informations que ça, parce que finalement, quand je transfère mon int en float, je lui donne une portion décimale dont il n'a pas besoin. Mais ça ne lui enlève pas rien. Ça ne lui enlève rien ou ça lui enlève peu. Ça lui enlève un peu de précision. Par contre, quand je transfère un float en int, qu'est-ce qui se produit, messieurs? On doit le mettre explicitement, genre on n'a pas le droit. Ben oui, on va le mettre explicitement, mais pourquoi? Très bonne question. Est-ce que quelqu'un a une idée pourquoi le système me demande de mettre ça de façon explicite lorsque je transfère un float en int? Est-ce que le max value de float est beaucoup trop grand comparé à int? Et donc, Non, c'est pas pour ça. ah, Ça serait une bonne idée, ça serait une bonne raison, parce qu'effectivement, il ne sera pas capable de transférer un float trop grand dans un int.
Quelque part, tu as raison, mais ce n'est pas pour ça ici qu'on ne peut pas faire de conversion implicite d'un float en int. La raison, c'est que le système calcule que votre nombre va perdre quelque chose. Par exemple, 2,99, 2,99, et je le transfère en int, il y a combien dans la variable à la fin? Allez, William, 3. combien il y a dans ma variable si je prends 2,99 et que je le transfère en int? 2. Juste 2. Juste 2. Je viens de perdre mon 0,99. Je viens de perdre de l'information. Le système ne veut pas que je perde d'information. Donc, quand je veux transférer un float en int, je suis obligé de lui demander une conversion explicite, c'est-à-dire d'écrire quelque chose, un instant, je vais juste m'ouvrir une page pour vous l'écrire. Si mon système veut bien accepter, bon, évidemment, mauvaise place. Bon, alors donc, je serais, si je veux transférer quelque chose en int, par exemple, mon taux horaire, alors, si je voulais le mettre en int, je ne sais pas, la variable taux en int, et là, j'écrirais, je devrais écrire int taux horaire. Hein? Je vais l'écrire au complet, mon petit bout de code. Alors, mettons que j'aurais ça, float taux horaire est égal à, je ne sais pas moi, 15,78, mettons, point virgule, avec un F, évidemment. Et là, si je voulais le transférer en int, il faudrait que je fasse ça comme ceci. Je ne pourrais pas me contenter de faire ça parce qu'il va refuser. On va me dire, c'est pas bon ce que tu fais là, tu perds de l'information. Il n'y a pas de conversion implicite d'un float en int. Ça, il va me dire, OK, j'aime pas ce que tu fais, mais je vais te permettre de le faire. Et là, à ce moment-là, ça veut dire qu'on va mettre 15 dans la variable. Bon. Alors, ici, donc, je ne peux pas faire n'importe quoi. Par exemple, taux horaire ici est un float. Donc, si ici, je lui envoyais un int, est-ce que ça serait grave? Non. Ça ne serait pas grave parce qu'il ferait une conversion implicite. Si, par exemple, j'avais un float et que je l'envoyais au nombre d'heures travaillées, parce que là, je viens de dire, ah, ben moi, j'ai prévu un int, mais mon employé a travaillé 14h30, bien là, il y aurait un problème. Donc, je ne peux pas faire ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK. Alors, on va regarder la suite. Bon. La page suivante du document, là, c'est un gros document, celui-là, je vous l'accorde. Donc, il faudra bien le relire de votre côté. La page suivante, finalement, elle décortique les différentes étapes. Par exemple, ce que je viens de faire sur l'entête de la fonction, alors le mot statique, le type de la valeur de retour, le nom de la fonction, la liste des paramètres. Bon. Le corps de la fonction aussi. Bon, on parle du corps et là, on nous dit le corps de la fonction est un segment d'algorithme qui contient des déclarations locales de constantes ou de variables et la séquence d'instructions à exécuter. Alors là, on va retourner voir quelque chose. Bon. Avez-vous remarqué qu'ici, c'est marqué salaire brut, float salaire brut. Qu'est-ce que ça fait, ça, cette instruction-là? Ben, aidez-moi là. Ça informe le main que la valeur qui revient va être un float.
Ça ici, ça informe le main? Oh. Non, c'est juste la déclaration de la variable salaire brut. C'est une déclaration d'une variable. Soyons simples. C'est une déclaration de variable. Je déclare qu'il y aura une variable salaire brut et qu'elle sera flotte. Mais là, hey, il y en a une autre ici, là. C'est pas problématique, ça? Non, Pourquoi c'est pas problématique? à cause des les trucs là, pour ouvrir, fermer, du genre. Les Ouais, accolades? ouais, les accolades, ouais. OK. Tu as raison. Alors, écoutez bien, c'est important. Quand je déclare une variable entre deux accolades, dans une fonction, par exemple, ici, alors on va parler la notion d'une variable dans une fonction. Quand j'ai déclaré ici float salaire brut, c'est la variable salaire brut qui appartient à la fonction main. Ici, ça, c'est la variable salaire brut qui appartient à la fonction calculer salaire brut. Ce sont deux variables salaire brut différentes. Elles n'appartiennent pas à la même fonction. De la même façon, taux horaire qui est là, c'est la variable taux horaire de mon calculé salaire brut. Et ça, c'est la variable nombre d'heures travaillées de mon calculé salaire brut. Alors, moi, je vais vous faire une démonstration de quelque chose là-dessus. Ce ne sera pas long, je suis paresseux. Alors, je vais aller dans mon code. Bon, on va aller ouvrir Visual Studio et on va calculer le salaire. Et on va faire une petite expérimentation. Bon, Visual Studio n'est pas à la bon endroit. Bon, OK. Créer un projet. Une application console C#, suivant. Alors là, ça va être exemple. Moi, ça va être exemple, semaine 3. 1. Alors, et je vais l'enregistrer dans mon bloc 201. Voilà. Créer. Bon. Voilà. CTRL-C. Bon. OK. Alors, je reprends ça et là, je fais juste faire ceci. CTRL-V. Tout semble bien correct. Parfait. Alors là, ici, vous pouvez voir donc le programme, le même programme que ce que nous avions défini dans le document. Alors donc, premièrement, on pourrait le tester, ça serait une bonne chose. Peut-être que je suis en train de vous dire des mensonges depuis une bonne heure et que ça n'a aucun sens. Alors donc, testons. Alors ici, on me demande quel est le taux horaire. Mettons que je vais mettre 10 de l'heure. Bon, mettons, OK, on va respecter ça. On va mettre 14 de l'heure. Et le nombre d'heures travaillées, mettons 10 heures travaillées. OK. Donc, je m'attends à ce que mon salaire horaire, mon salaire brut soit de 140. Bon, pas de surprise. Mon salaire brut est de 140. Ça va? Donc, mon programme fonctionne. OK.
Là, je vais faire quelques petites modifications. Attendez, je vais l'écrire correctement parce qu'en faisant le copier-coller, il y a des choses qui sont déplacées. Bon, alors ça, c'était mon programme. Là, ici, l'information provient du taux horaire. Et là, j'ai un taux horaire. C'est-tu le même taux horaire? Non. Comme Philippe a brassé la tête, j'en déduis que ce n'est pas le même taux horaire. C'est un taux horaire c'est deux variables différentes. Je vais vous le prouver. Je vais l'appeler ABC ici. Évidemment, là, ici, il faut que je l'appelle aussi ABC. Il n'y a pas de rouge nulle part. Et qu'est-ce qui se passe? Je réexécute. Alors, je recommence taux horaire, 14 de l'heure. Nombre d'heures travaillées, 10 heures. Résultat, 140. Bon. Là, ici, pourquoi je l'avais appelé taux horaire d'après vous? Est-ce que quelqu'un a une explication rationnelle à mon comportement? Pour juste mieux comprendre. Tout simplement. Pour garder ça simple. Taux horaire me semblait le nom le plus approprié. Bon, vous savez, là, des fois, il y en a parmi vous qui ont perdu quelques points ou fractions de points parce que les noms de variables ou de constantes étaient peu ou pas significatifs. Bon, je vais vous donner un exemple. Quand vous lisez ce programme-là, est-ce que ça vous semble clair ce qu'il fait? Oui. Hein, on voit, on manipule des informations qui s'appellent nombre d'heures travaillées. On manipule des informations comme le taux horaire, le salaire brut. On a une fonction qui s'appelle calculer salaire brut. OK. Maintenant, vous venez me donner 2 secondes. Je me cache. Je vais faire une horreur de mon côté. Bon, regardez mon programme maintenant. Bon, premièrement, est-ce qu'il fonctionne encore? Avant toute chose, on va aller voir est-ce que j'ai un programme fonctionnel. 14, 10, 140, j'ai un programme fonctionnel. OK. Regardez-le maintenant. Est-ce que ça vous semble aussi clair qu'avant? Non, monsieur. Bon, moi, je peux vous montrer que même s'il n'y avait pas mes console.write, là, vous seriez incapable de savoir ce que fait ce programme-là en le lisant. Alors, si j'enlève ça, là, si je fais juste enlever ça, il n'y a plus personne qui sait ce que fait ce programme-là. Alors donc, les mots qu'on utilise pour nommer les objets qu'on manipule, comme les variables, les constantes, les noms de fonctions, ont une importance majeure sur la compréhension qu'on va avoir de notre code. C'est ce qu'on appellera l'autodocumentation du code.
L'autodocumentation du code, c'est la première documentation qu'un informaticien doit faire. Bon, oups. Oh non, 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 non. J'étais trop loin. Voilà. OK. Bon. Est-ce que ça va bien pour ça? Est-ce que tout le monde, est-ce qu'il y a des questions sur le code qu'on vient de produire, sur la façon de faire les choses? Non. N'hésitez pas, de toute façon, vous pouvez toujours m'écrire ou on se voit dans Discord ou qu'importe. Bon, je vais retourner voir un petit peu ce qu'on avait. Donc, pour la codification, c'est fini. Il reste une chose, une étape que je veux qu'on regarde ensemble brièvement. Donc, un instant, on va reculer là. Oups. Les mécanismes d'échange. Bon, les mécanismes d'échange, ici, c'est l'échange d'informations entre deux fonctions. L'échange d'informations, plus précisément, entre la fonction appelante et la fonction appelée. Pour l'instant, nous avons vu deux échanges. Le paramètre de la valeur de retour, le paramètre par valeur, excusez-moi, et la valeur de retour. Le paramètre par valeur, on va le temps de l'expliquer encore. C'est un paramètre qui me permet d'envoyer une information de façon unidirectionnelle à la fonction. Bon, qu'est-ce que je veux dire par unidirectionnel? Bon, on va arrêter de sharing, on va se mettre en plus gros. Et en mettant l'autre caméra. Voilà. Bon. Alors, si vous regardez ça, imaginons que j'ai une fonction quelconque, ça n'a pas d'importance son nom, que ce soit le main ou une autre. Et cette fonction-là fait appel à une autre fonction. Mettons, je vais l'appeler f, tout simplement. Ici, si j'envoie un paramètre, mettons la valeur, pas d'importance, si on va l'appeler valeur. Et cette fonction-là nous retourne un résultat. Le transfert d'information qui est là est unidirectionnel. C'est-à-dire que la valeur qui est transmise, alors par exemple, que lui, il envoie la valeur 10, lui, il va recevoir ça, mais il ne pourra pas modifier la valeur pour que lui le sache. Ça ne va pas aller dans les deux sens. Ça va juste dans un sens, vers le bas. On envoie une information. Et lui nous retourne une information. On a donc un échange unidirectionnel de deux mécanismes. Le paramètre par valeur permet à la fonction appelante d'envoyer une information à la fonction appelée. Et la valeur de retour, c'est de la fonction appelée vers la fonction appelante. Bon. On va aller faire un petit test rapidement dans le code. Bon.
Alors, vous voyez normalement bien mon code ici. Je vais créer un nouvel exemple. On va fermer celui-là. Je vais dire fermer la solution, puis on va en créer un nouveau. Toujours un point net core. Je vais l'appeler exemple semaine 3, 2. Et toujours au même endroit, créer. Bon. Alors ici, regardons ce que je vais avoir. Je vais faire un programme très simple. Je vais avoir une valeur entière que je vais appeler tout simplement valeur. Tout simplement. On va l'appeler valeur pour que tout le monde comprenne bien. Ma valeur, je vais aller la lire, la demander à mon utilisateur. Alors, comme c'est un int, je tape int.parse console.readline. Ça va? Et là, je vais appeler après ça une fonction quelconque. Alors là, j'ai besoin à nouveau d'une nouvelle variable. Je vais l'appeler résultat. Résultat fonction. Tenez. Et résultat fonction, ça va être égal à un appel à une fonction. Je vais l'appeler la fonction, écoutez, ça va être une fonction très générale, calculer. Elle va s'appeler. Je vais lui envoyer valeur comme paramètre. Et à la fin, je vais afficher deux choses. Console.writeLine valeur égale accolade 0, accolade. Oups, accolade, j'ai dit. Merci. Et résultat fonction égale accolade 1, accolade. Et là, après les guillemets, j'écris valeur, virgule, résultat fonction. Bon. Là, pour l'instant, il y a un peu de rouge parce que calculer, c'est pas c'est quoi. Je vais écrire la fonction calculer. Donc, je quitte le main et là, je vais écrire ma fonction calculer statique int parce qu'elle va me retourner un entier calculer. Et je lui envoie comme paramètre par valeur un int qui va être la valeur main. Tenez, c'est la valeur qui vient du main. OK. Là, je ne mets, regardez, à la fin de ma ligne d'entête, je ne mets pas de point-virgule. C'est un des cas où on n'en met pas. Je fais mon return, j'ouvre mes accolades. Et là, ça va être... Là, c'est encore du rouge, mais on va voir qu'on va l'enlever. Regardez ce que je vais faire. Je vais dire ceci. Valeur main est égale à valeur main fois 10. Je viens de multiplier la valeur que j'ai reçue par 10 et j'ai remis ça dans ma même variable. Là, exécutez rien pour l'instant, on va se poser des questions. On va avoir fini d'écrire. Et finalement, je dis retourner valeur main. Pas retourner, excusez-moi. Return.
Il faut quand même écrire autre chose que du pseudocode ici. Ah, là, il n'y a plus de rouge partout. Tout va bien. OK. Là, on n'exécute pas. On attend. Premièrement, est-ce que j'ai le droit de faire ça, de multiplier par 10 la valeur que je viens de recevoir? Oui. Il n'y a pas de rouge, en tout cas, hein? Il n'y a pas de l'air de chicaner, mon système. Il dit, Ouais, ah, c'est bien correct. Et là, on se comprend que si, par exemple, je vais remplacer, regardez, mettons que je ne mettrais pas ça et que je mettrais ça. Ça voudrait dire que valeur main va être multipliée par 5, vaudra 5. Je la multiplie par 10 et ça vaudra 50. Et là, je vais retourner 50. C'est ça? Ouais, mais c'est quoi les trois petits points en bas d'égal? Là, c'est que lui, les trois petits points, oubliez-les, c'est que le système aimerait ça que j'écrive ça d'une façon un peu différente. Ah, ok. Ah, Il a un peu plus de mal à comprendre ok. parce qu'il veut me faire écrire les choses d'une façon plus concise. Mais pour l'instant, c'est valide. Tu vois, c'est pas du rouge. Alors, moi ici, je vais faire juste une petite modification rapide. Valeur main, je le change pour valeur. Et là, je lui dis, bon, ben, OK, tous mes valeurs main sont devenues des valeurs. Ça va? Yes. Et ma valeur, je la multiplie par 10. Qu'est-ce qui arrive à ma variable valeur dans le main à ce moment-là? Est-ce que je vois, c'est une question piège, mais je sais pas. C'est 50? OK, on va faire des paris maintenant. Avant d'exécuter. Là, il faut être honnête, il ne faut pas exécuter. Ok. Qu'est-ce qui va être affiché ici? Regardez bien. Je mets 5 dans valeur. J'envoie valeur à résultat à ma fonction calculée. Ma fonction calculée reçoit valeur, multiplie valeur par 10 et me retourne la nouvelle valeur. Alors moi, je vous demande, qu'est-ce qui va être affiché ici? Bon, moi, je le dis pas par logique, mais je le dis parce qu'on dirait que c'est une question piège, donc je dirais 5. OK, je vais vous donner deux choix, moi. Ok. Alors, il y a deux choix possibles. On va se limiter à ça. Soit que ça va m'afficher valeur égale 5 et résultat fonction égale 50, ou encore, ça va m'afficher valeur égale 50 et résultat fonction égale 50. Alors là, je vais vous demander d'utiliser le système de réaction. Hein? Il y a un système de réaction que vous avez tout en bas, là. Vous êtes capable donc d'envoyer une réaction Moi, ou j'ai une un question. pouce ou quelque chose. Alors donc, d'abord, ceux qui vont me dire, ça va me retourner valeur égale 5 et résultat fonction égale 50. Allez, vous mettez un pouce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai une question. Oui. Pourquoi ce ne serait pas 5 et 5 à la place? Qui ne prendrait pas en compte la fonction parce que avant ça, on a déjà genre décrit la valeur qui était 5. Bon, si tu penses que c'est 5 et 5. Ben non, mais en fait, je pense pas parce que tu l'as un peu dit que ce serait pas ça, mais je me dis ça pourrait être possible, non? Ben, là, ici, on voit que je reçois une valeur, je la multiplie par 10 et je sais que c'est 5 que je reçois. Je sais que je le multiplie par 10, ça va me faire 50, puis à la fin, je retourne 50. Donc, je n'ai pas de raison de penser que résultat fonction pourrait être autre chose que 50. À moins qu'il m'interdirait de faire l'opération qui est là.
Mais je te dirais que quand c'est une opération interdite, il va le mettre en rouge ici. Donc, je pense que ce n'est pas interdit de le faire, ce que je viens de faire là. OK. Alors, donc, excusez-moi, on reprend rapidement. Ceux qui disent valeur égale 5, résultat fonction égale 50. On coche rapidement. J'en ai 7, j'en avais plus que ça tout à l'heure. 8. Bon, OK. Ceux qui pensent que ça va me retourner 50, valeur égale 50 et résultat fonction égale 50. Anthony. Est-ce que les autres, c'est parce qu'ils n'écoutent pas ou parce qu'ils sont indécis? Oh, monsieur, euh, est-ce que la valeur donc calculée, c'est la valeur du main, mais pas celle de la fonction? C'est la valeur de calculer, c'est la valeur retournée. Ah, ouais, mais genre dans le paramètre, Ah, ok, ah non, laissez faire, c'est bon. OK. La valeur. Bon, mais écoutez, ça dépend. Si vous pensez, écoutez-moi bien, si vous pensez que la variable valeur qui est là, puis la variable valeur qui est là, c'est la même variable. C'est sûr que si je modifie la valeur qui est là, vous allez penser que ça modifie ma valeur qui est là. Ouais, c'est ça. c'est ça. Mais voyez-vous, c'est que c'est deux variables différentes. Et quand je dis que c'est une transmission unidirectionnelle, bon, je vais mettre des noms différents pour que ça soit plus clair pour vous. Bon. Voilà. Mais ça ne change rien ce que je viens de faire là. C'est toujours les mêmes variables. À part que j'avais ici la variable valeur qui appartient à la fonction calculée et la variable valeur qui appartient au même. Ce sont deux variables valeurs différentes. Là, je l'ai appelé valeur fonction. Bon, OK. Qu'est-ce qui se passe-t-il au moment de l'appel? Ici. Bien, ce n'est pas compliqué. Alors, écoutez-moi bien. C'est le système des paramètres par valeur. Ce que ça fait, on les appelle également, dans certains endroits, avant on les appelait des paramètres par copie. Pourquoi? C'est parce qu'au moment où on va appeler calculer en vous disant « je vais lui envoyer valeur », on ne lui envoie pas vraiment valeur. On lui envoie une copie de l'information qui est dans la variable valeur. Alors donc, lui, il peut pas, calculer ne peut pas toucher la véritable variable valeur. Parce que tout ce qu'il reçoit, c'est une copie de l'information. Alors imaginez, là, c'est comme si vous avez un document qui vous appartient, là, que vous avez réécrit. Là. Et là, vous l'envoyez à votre collègue. Mais vous n'avez pas une confiance totale dans votre collègue parce qu'il perd tout le temps ses affaires. Là, puis bon, c'est un document important. Qu'est-ce que vous faites? Ben, vous lui en envoyez une photo là, ou une copie. Là. Puis là, après ça, lui, il a votre document parce qu'il y a la photo du document ou il y a la copie du document. Mais s'il la perd, s'il la déchire, s'il la modifie, ben, votre document d'origine, il n'est pas modifié. Mais c'est la même chose ici. La fonction main n'a pas une confiance totale à la fonction calculée. Elle est un petit peu paranoïaque, la fonction main. Elle va se dire, moi, mon information, j'y fais attention, j'envoie des copies d'informations. Alors, c'est pour ça que c'est un passage unidirectionnel. Parce que ce que je modifie ici, quand tout à l'heure, c'était écrit valeur et que je disais valeur est égale à valeur fois 10, je modifiais la copie de l'information. Ça va tout le monde? Ou est-ce qu'il y a des questions?
Bon, là, on va juste aller voir un petit truc ensemble. On va aller dans le Moodle. Juste un instant. OK. Bon. Dans le Moodle, évidemment, il y a l'étude de cas que je vous demande de regarder. Ça va vous aider beaucoup pour l'exercice. L'exercice, naturellement, on va le faire, on va le travailler avec le laboratoire jeudi matin, durant le Discord. Il y a l'énoncé, il y a le corrigé. Bon, ça va. Il y a l'auto-évaluation. Bon, les auto-évaluations, j'ai remarqué qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui les font. Mais ceux qui les ont fait ont dû s'apercevoir qu'il y avait pas mal de questions d'examen qui ressemblaient à des questions d'auto-évaluation. Donc, c'est un choix de votre part, mais les auto-évaluations sont là pour vous aider. Alors donc, ça serait pas mal à faire. Le laboratoire. Là, il y a une nouveauté dans le laboratoire. Le laboratoire, je vais maintenant, il y en a qui ont des problèmes à remettre les travaux sur Colnet. Alors, on va tenter les remises sur Moodle. Alors, regardons comment ça se passe. Vous allez cliquer sur le laboratoire et là, vous avez l'énoncé qui est là. Et moi, ça ici, bon, je vais me mettre comme étant un étudiant. Alors, donc, vous allez voir la même chose que vous êtes supposé faire. Alors, ici, vous allez donc l'énoncer. Et à la fin, vous pourriez remettre votre travail en appuyant sur « Ajouter un travail ». En appuyant sur « Ajouter un travail », il va vous demander de mettre votre travail là, puis de l'enregistrer. Vous devrez avant cocher la case qui est ici. C'est une case qui dit bien que finalement, vous garantissez que ce travail est le vôtre et non pas celui d'un collègue. Et c'est tout. Et ça sera la nouvelle façon de remettre. Moi, par contre, pour les corrections, je vais sans doute continuer à vous les donner à travers le répertoire. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ont du mal à aller chercher les corrections des travaux que je mets dans votre répertoire infonuagique? Ça va bien? Bon. OK. Alors, messieurs, on se revoit donc, jeudi sur Discord. D'ici là, ben, j'espère sincèrement avoir eu le temps de corriger les différentes évaluations, l'examen et les travaux. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée et s'il n'y a pas de questions, à jeudi.